Manifestation ce jeudi au Caire contre la police. Des dizaines d'Égyptiennes dénoncent la récente mort d'une militante socialiste tuée par balle lors d'une marche. Publication du rapport annuel sur les droits de l'homme, l'Afrique fait montre de violation des droits civils et politiques. Scientifiques et défenseurs de l'environnement se sont en urgence réunis au Kenya cette semaine. Le but, réfléchir aux rhinocéros. Bienvenue à vous sur cette nouvelle séquence d'informations sur Sika. Des dizaines d'Égyptiennes ont manifesté ce jeudi au Caire contre la police. Ces femmes dénonçaient la mort récente d'une militante socialiste tuée par balle. C'était lors d'une marche à la mémoire des jeunes tombés lors de la révolte qui a chassé Hosni Moubarak du pouvoir en 2011. La place Tahrir, située en plein cœur du Caire, était noire de monde ce jeudi. À l'appel de l'Alliance populaire socialiste, ces Égyptiennes sont venues crier leur indignation après tuées d'une décharge de chevrotine dans le dos alors qu'elles participaient à une marche pacifique à la mémoire des jeunes tombés lors de la révolte de 2011. Ils ne vont pas nous intimider. Nous allons continuer à manifester au même endroit et nous chanterons des slogans contre la police parce que l'oppression est inacceptable. La tuer de la sorte alors qu'elle manifestait paisiblement sans même penser à l'arrêter est inacceptable. Nous ne permettrons pas que cela se reproduise de nouveau. Et pour que ce genre de drame ne se reproduise jamais, les manifestantes réclament la tête du ministre de l'Intérieur du régime militaire. Face à elles, des contre-manifestants scandant des louanges au président Sisi. Ils accusent ces militantes d'être des terroristes et des traîtresses voulant détruire l'Égypte. Ils prétendent qu'il y a du terrorisme, mais ils sont la source du terrorisme. Ils bafouent les droits de l'homme. Rien n'a changé. La situation empire. Notons qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la mort de la militante socialiste. Une mort que ses compères attribuent à un policier, ce que dément le gouvernement égyptien. Human Rights Watch a sorti dans le monde. En Afrique, l'ONG s'inquiète de certaines violations des droits civils et politiques, notamment la montée de l'homophobie institutionnalisée. Le gouvernement sud-africain, qui a nié le caractère xénophobe des pillages dans certains townships à Johannesburg, a aussi été critiqué. Présentation ce jeudi à Johannesburg du rapport annuel de l'association de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. L'organisation y dénonce la passivité du gouvernement sud-africain face aux attaques xénophobes dans des townships. L'association tient pour référence les récents pillages de magasins tenus par des étrangers à Soweto et dans d'autres townships voisins. Des actes de vandalisme qui... Face à la situation, le gouvernement sud-africain n'admet pas qu'il s'agit de xénophobie et parle de simples problèmes de criminalité. C'est très inquiétant que le gouvernement politise la question de la xénophobie, ce qui donne l'impression d'une xénophobie institutionnalisée. C'est un énorme problème et nous espérons que le gouvernement va vraiment réfléchir et faire en sorte que la xénophobie est sérieusement prise en compte parce que ça pourrait déborder dans le reste de la région. Une inquiétude qui pourrait se justifier en prenant en considération les réactions de certaines autorités face aux récentes attaques. En réaction à cette dernière, Indiwe Sisulu a dit, je cite, « Les étrangers doivent comprendre qu'ils sont ici invités et que notre priorité va d'abord et avant tout à nos compatriotes. Ils ne peuvent pas ne pas partager leurs pratiques commerciales avec les commerçants sud-africains. Les commerçants étrangers ont la réputation d'être plus dynamiques que leurs concurrents sud-africains et s'associent souvent entre eux pour acheter en gros et offrir des prix plus bas. Nous avons maintenant une économie en ruine. Les gens souffrent dans tout le pays et il y a de plus en plus de violations des droits de l'homme par les représentants de l'État qui font partie de la ZANU-OF et qui cherchent à étendre leur contrôle et leur autorité dans le pays.
massive des déplacements de population et d'autres violations des droits politiques, sociaux et civils. Ensure that xenophobia is treated seriously because it might spill over to the... Que de mots qui minent le développement des nations africaines. Mais la xénophobie, si elle devait devenir institutionnalisée, représenterait un danger pour le maintien de la paix dans les pays. L'ONG Oxfam appelle à un plan Marshall post-Ebola massif afin que les pays riches puissent aider financièrement la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Par ailleurs, un fonds de solidarité Ebola de l'Union africaine sera lancé vendredi à Addis Abeba durant le sommet des chefs d'État et de gouvernement. L'Union africaine prévoit de lancer un fonds Ebola ainsi qu'un centre de contrôle des maladies, alors que l'ONG Oxfam a exhorté les dirigeants africains à tenir leur promesse d'injecter de l'argent dans les systèmes de santé du continent. Le problème le plus important est que les trois gouvernements développent des stratégies par eux-mêmes pour une reprise immédiate et une stratégie médicale et de croissance à long terme. Ils doivent proposer des stratégies et les présenter aux donateurs et la communauté internationale doit les soutenir pendant une certaine période. Cela nécessite une réaction immédiate en termes d'injection monétaire, mais cela nécessite aussi un soutien à long terme. Le commissaire de l'Union africaine pour les affaires sociales de prévention et contrôle des maladies serait opérationnel d'ici mi-2015. L'ONG Oxfam a de son côté appelé à un plan Marshall post-Ebola massif en référence à l'aide économique et financière accordée par les États-Unis à l'Europe pour sa reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Alors que les trois pays tentent de contrôler l'épidémie d'Ebola, Oxfam demande au monde de rester avec eux, de soutenir leur reprise économique, d'aider à la construction des infrastructures et de réduire les risques qu'une telle épidémie ne puisse se reproduire à nouveau. Cela coûterait des millions, mais cela n'est rien comparé à côté du coût qu'engendrerait une autre épidémie. Existantes en Afrique pour la détection précoce des maladies, la réponse apportée et leur contrôle est globalement inadéquate. Et en réponse à ce déficit, l'Union africaine promet mettre urgemment en place un système d'alerte précoce pour la détection des épidémies. Le plus important selon elle serait d'être prêt pour la prochaine fois et de ne plus être pris au dépourvu. Le jeune malien Lansana Batili, naturalisé en urgence pour avoir sauvé l'attentat de Paris des otages du djihadiste Amédi Koulibaly, lui-même français d'origine malienne, a reçu un accueil officiel à son arrivée à Bamako dans la nuit de mercredi à ce jeudi. Le jeune homme, accompagné par deux de ses cousins qu'il avait aidé à obtenir sa régularisation, s'est dit fatigué par le voyage, mais compte quand même de retrouver sa famille. Ce qu'il a fait est un exploit rare parce qu'il s'agit de faire preuve de sang-froid dans des circonstances où l'on risque soi-même sa vie. Donc on est tous fiers de ça, a déclaré le secrétaire général du ministère des Maliens de l'extérieur, Chekna Kamisoko, venu l'accueillir à l'aéroport. Nous allons de ce pas au Malawi. Au Malawi, le gouvernement a mis en place un programme d'aide pour les sinistrés des inondations. Un programme qui vient donc à point nommé pour les habitants de l'aide depuis plusieurs jours. Le Malawi est régulièrement victime de sécheresse et d'inondations, mais cette année, les pluies pluviennes sont tombées prématurément, faisant déborder à plusieurs reprises les fleuves Chi et Ruo et provoquant des dévastations à grande échelle. L'état d'urgence a été déclaré dans 15 des 28 districts du pays, dont ceux de Chikawawa, Nsanje et Falombe qui sont les plus touchés. En réponse à cette crise, les pouvoirs publics ont lancé un plan d'intervention de 16 millions de dollars alloué à l'agriculture afin d'aider les agriculteurs sinistrés à replanter et récolter au cours de cette campagne agricole. Nous étudions aussi le domaine de la nutrition, l'alimentation, écroulé avec la nourriture à l'intérieur qui fait que les enfants n'ont plus rien à manger. Donc nous allons essayer d'intervenir, de soutenir et fournir du liquide Epala qui, nous l'espérons, aidera les petits enfants à se réchauffer au moins quand ils boivent la bouillie de céréales. Afin de venir en aide au gouvernement du Malawi où 86% de la population vit en milieu rural et travaille dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, la FAO a lancé un appel à la communauté internationale afin d'obtenir des fonds supplémentaires qui permettront de porter assistance aux familles touchées par les inondations.
Rencontre d'urgence cette semaine au Kenya entre scientifiques et travailleurs de réserve naturelle pour une tentative de la dernière chance. Voire arrêter le braconnage des rhinocéros blancs du Nord, une pratique qui fait courir à ces espèces le risque d'extinction. Comment sauver de l'extinction cette sous-espèce, presque réduite à néant par le braconnage et les conflits? C'est la question à laquelle des défenseurs de l'environnement et des scientifiques ont tenté de répondre. Comme le reste de l'espèce, le rhinocéros blanc du Nord a souffert du braconnage qui ne cesse de s'intensifier ces dernières années. La corne de rhinocéros est recherchée en Asie pour ses prétendues vertus médicinales et au Yémen pour la fabrication de manches de dagues traditionnelles. Elle est revendue entre 30 et 80 000 $ le kilo au marché noir. Ce ne sera donc sans doute pas l'extinction d'une espèce, mais clairement le retrait de l'espèce de la surface de la Terre pour une certaine période. C'est en tout cas une indication de ce que la race humaine fait à notre planète, c'est sûr. Parce que ça n'arrive pas seulement aux rhinocéros, ça arrive à toutes sortes d'espèces importantes ou petites à travers le monde. Si nous continuons comme ça, nous aurons une planète beaucoup plus pauvre. En plus d'essayer une tentative de sauvetage qui augmentera l'espoir pour tous les rhinos du monde, il faut aussi réduire la demande venant de l'Asie. Mais cette sous-espèce a également souffert des conflits qui ont ravagé ces territoires en RD Congo et au Sud-Soudan. Soudan, dernier mâle de son espèce, vit dans un enclos de près de 300 hectares dans la réserve d'Ol-Pejeta, dans le centre du Kenya. Le sperme de Soudan est de mauvaise qualité et aucune des 4 femelles encore en vie n'est apte à la reproduction, selon les vétérinaires. Nous étudions essentiellement les ovules de la femelle et la semence du mâle pour sans doute les accoupler, fertiliser en dehors de l'animal. Ensuite, probablement implanter l'embryon chez une rhinocéros blanc du Sud. Il semble donc que le rhinocéros blanc du Nord soit inéluctablement le temps que les progrès scientifiques permettent éventuellement, grâce au stock de sperme et d'ovules congelés, de ressusciter de façon artificielle l'espèce. Fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et à bientôt.